1324, Mansa Moussa entreprend son pèlerinage vers la Mecque. L'accompagnent plusieurs dizaines de milliers d'hommes et d'esclaves d'or vêtus. D'un coup, le monde musulman et méditerranéen découvre l'étendue des richesses de l'empereur du Mali. Un royaume sur lequel il ne connaissait jusqu'ici presque rien, si ce n'est les quelques récits des Berbères et des Touaregs qui ont eu le courage de commercer au travers du Sahara jusqu'aux grandes cités de Tombouctou ou de Gao. Mais le Mali n'est pas le premier de ces riches empires, ni le dernier. Il a eu un grand prédécesseur, l'empire du Ghana, et un puissant successeur, l'empire Songhai. Ces trois entités, pour la plupart très méconnues ici, et dont l'histoire est trop souvent parsemée de mystères, faute de sources écrites, se sont succédées et ont dominé, chacune à leur tour, l'Afrique de l'Ouest. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur l'histoire de ces empires, de découvrir comment ils sont nés, comment ils se sont enrichis et comment ils se sont effondrés. L'Afrique de l'Ouest, au sud du Sahara, était habitée par une multitude de peuples différents pendant l'Antiquité. Mais on sait peu de choses sur cette période, sinon ce que l'archéologie nous en a appris. Lorsque les premiers musulmans arrivent dans la région au 8e siècle, ils y trouvent cependant un royaume prospère et influent, le Ouagadou. Puisqu'on n'a pas de traces écrites antérieures à l'arrivée des Arabo-Berbères, il est compliqué de trop s'avancer sur les origines de celui-ci. On connaît certains noms de grands souverains légendaires, comme Dinga et Diabé Sissé, qui auraient été à l'origine du royaume vers le 3e siècle de notre ère. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'à cette période, la région accueillait déjà différents peuples, dont les Soniké, qui sont à l'origine du royaume Ouagadou, et les Berbères. Ces communautés avaient des structures sociales et politiques variées et entretenaient des échanges commerciaux à travers le Sahara, véritable veine commerciale de la région. Mais avec le temps, c'est le Ouagadou qui a fini par s'imposer et regrouper sous son pouvoir les entités politiques préexistantes. Encore une fois, il est compliqué d'expliquer comment c'est arrivé, mais la montée en puissance de ce royaume est sûrement liée à sa formidable capitale, Koumbi Salé, qui était un carrefour essentiel dans le commerce de sel, d'or, de textiles, d'ivoire et d'esclaves entre le Sahara et l'Afrique de l'Ouest. C'est depuis cette capitale que le roi gouverne son pays. Elle accueille les institutions qui produisent les lois et font fonctionner l'administration. Bientôt, au fil des conquêtes, le royaume devient un empire, qu'on connaît chez nous comme l'Empire du Ghana. Il est l'entité la plus importante de la région entre le 8e et le 13e siècle, mais il n'est pas seul pour autant. À l'ouest, on retrouve par exemple le royaume Takrour, qui domine la route commerciale longeant l'océan Atlantique, d'où on échange aussi énormément d'or, de sel et de céréales, et où les échanges d'esclaves en direction du monde musulman sont beaucoup plus importants. À l'est, on retrouve aussi l'empire du Kanem-Bornou, qui a la particularité d'avoir été le premier des grands royaumes subsahariens à adopter l'islam. Quoi qu'il en soit, la situation s'est maintenue jusqu'au XIIIe siècle, mais le Ghana a peu à peu commencé à connaître un déclin, jusqu'à s'effondrer et laisser la place à une nouvelle puissance. Celui-ci a subi plusieurs catastrophes qui l'ont poussé vers sa chute. Il a souffert de conflits internes liés à sa surexpansion, les luttes pour le pouvoir et l'agitation des régions soumises l'ont fragilisé au fil du temps. À ceci se sont ajoutées les offensives des Berbères qui, pendant la période d'expansion du royaume almoravide, sont entrés en conflit avec le Ghana. Plusieurs villes sont alors capturées par les musulmans, dont la capitale Koumbi Salé, qui est prise en 1076, ce qui est une catastrophe pour l'Empire. L'influence des Almoravides s'est aussi faite ressentir sur le plan religieux. Leur arrivée a accéléré l'islamisation des dirigeants et des élites du Ghana. Mais ce n'est pas tout. Ce dernier a aussi énormément souffert de l'épuisement de ses mines d'or, qui était un facteur important de sa prospérité. Le désert s'est également étendu, ce qui a eu un lourd impact sur son agriculture. Les routes commerciales elles-mêmes se sont déplacées vers de nouveaux centres d'échange, ce qui lui a fait perdre une partie de son influence. Le déclin et la perte de contrôle de l'Empire sur ses anciens territoires permettent toutefois la naissance de nouveaux royaumes. Ce sont eux qui vont se partager l'Afrique de l'Ouest par la suite. Nombreux sont les royaumes à avoir profité de la chute du Ghana.
C'est le cas du Kanem Bornou à l'est, du royaume Mossi, du Bénin et du Dahomey. Mais le plus important d'entre eux est le royaume Soso. Fondé à la fin du XIIe siècle au sud du Ghana, celui-ci s'étend rapidement sous l'impulsion de souverains hostiles envers l'islam. En quelques décennies, il conquiert les petits royaumes voisins et va jusqu'à s'emparer de l'ancienne capitale de l'empire, Kumbi Salé. Mais la dynastie en place, les Kanté, font régner la terreur sur leur territoire. En 1235, à la bataille de Kirina, ils sont chassés par Soundiata Keïta, un roi dont les origines se perdent parmi les légendes. Celle-ci trace des liens entre lui et le prophète Muhammad, et entre sa famille et l'ancienne dynastie de l'empire du Ghana. Quoi qu'il en soit, il s'impose comme le grand souverain de la région, chasse les Soso et rase leur capitale. C'est la naissance de l'empire du Mali, qui prend la suite du Ghana en mettant un terme aux troubles qui ont suivi sa chute. Encore une fois, on a peu de sources écrites sur son premier souverain et sur la naissance de ce royaume, mais il deviendra le plus puissant empire d'Afrique occidentale. Celui-ci se démarque largement du Soso en adoptant l'islam. Le successeur de Soundiata Keïta, Ouli, est d'ailleurs le premier empereur du Mali à entreprendre le pèlerinage vers la Mecque. Mais il ne faut pas croire que les Maliens abandonnent leurs croyances au profit de cette nouvelle religion. Une grande partie de la population conserve les croyances de leurs ancêtres, et le roi lui-même passe de l'un à l'autre. Il va à la mosquée, mais participe aux cérémonies religieuses traditionnelles. On est loin d'un souverain strictement musulman. Le territoire de l'Empire est alors très vaste et regroupe les terres de nombreux pays actuels. Il met donc la main sur les richesses incroyables de cette région, avec en premier plan ses importantes mines d'or. La ville de Tombouctou devient, elle, une grande métropole, le plus grand carrefour commercial du Sahara, où on échange l'or malien contre du sel, des textiles et de l'ivoire. Mais ce qui expose au monde arabe et méditerranéen la richesse de cet empire, c'est le pèlerinage de son plus connu souverain, Mansa Moussa. En 1324, il prend la direction de la Mecque à la tête d'une grande caravane de plusieurs dizaines de milliers de personnes, emportant avec lui une quantité gigantesque d'or. Son passage au Caire est particulièrement marquant parce qu'il y aurait distribué quantité de richesses, marquant les esprits des Égyptiens pour longtemps. Sous son règne, l'Empire du Mali connaît une période de prospérité économique et culturelle qui se poursuit sous son successeur, Mansa Sakura. L'Empire continue de s'étendre, le commerce est toujours aussi rentable et les relations avec les voisins restent bonnes. Mais c'est justement là la plus grande faiblesse de l'Empire. Il dépend énormément de ce commerce transsaharien qu'il ne contrôle pas. C'est là le terrain des marchands musulmans et méditerranéens. Si celui-ci perd en vigueur, alors la couronne et les gouverneurs perdent une grande partie de leurs revenus. Et c'est bien ce qui se passe au XVe siècle, tandis que de nouvelles routes commerciales apparaissent, notamment liées à l'arrivée des Portugais en Afrique. Alors le déclin ne se fait pas attendre. Le Mali souffre d'une perte d'influence en Afrique occidentale, tandis qu'il subit des invasions de la part des peuples touaregs, qui s'emparent de Tombouctou vers 1430, et d'un ancien royaume vassal, le Gao. Il souffre aussi du même mal que le Ghana avant lui. Certaines de ses plus importantes mines d'or s'épuisent dans la région de Bouré. L'Empire du Mali s'apprête alors à être renversé par l'un de ses anciens vassaux. Le royaume de Gao est un petit royaume vassal du Mali depuis le XIVe siècle, comme beaucoup d'autres. Mais celui-ci a la chance d'être bien positionné sur les routes commerciales transsahariennes, puisque Gao en est un important débouché, et d'être situé à l'extrémité de l'aire d'influence malienne. Ainsi, dès que l'empire commence à décliner, à souffrir d'importants troubles intérieurs et extérieurs, Gao retrouve son indépendance et s'affirme sous le règne de Soni Alibert. Celui-ci ne perd pas de temps et chasse rapidement les Touaregs de Tombouctou, récupérant cette ville essentielle qui lui offre puissance économique et légitimité. Au fil du temps, et alors que les souverains de Gao se succèdent, l'ancien vassal écrase le Mali et devient un empire, l'empire Songhai, du nom de son peuple. Mais l'influence malienne ne disparaît pas, elle laisse de grandes traces derrière elle, sa culture et son architecture ne sont pas effacées, loin de là. L'empire Songhai se démarque toutefois de son prédécesseur de bien des manières. Alors que le Mali était un empire vraiment centralisé, qui tournait autour d'une capitale et d'un empereur dominant, les Songhai, eux, adoptent un fonctionnement plus décentralisé. Les régions soumises sauvegardent une importante autonomie. De même du côté commercial,
Si le Mali était concentré sur le commerce transsaharien, l'Empire Songhai, lui, se repose plutôt sur le commerce qui se déroule au travers du fleuve Niger. Pareil du côté religieux. Si les empereurs du Mali suivaient l'islam, ils n'en gardaient pas moins un intérêt important pour les anciennes croyances. L'islam était d'ailleurs surtout la religion de l'élite. Cette question a été une cause de conflit pour les Songhai. Soni Alibert, qui a donné naissance à l'Empire, se montrait prudent envers cette religion et préférait défendre les anciennes croyances. À sa mort, son fils a même refusé de se convertir à l'islam. Ce refus a provoqué une guerre civile et l'arrivée d'une nouvelle dynastie sur le trône de Gao, les Askia, qui signifie protecteurs de la foi. Ce sont eux qui renforcent l'influence de l'islam et en font un facteur d'unité pour leur peuple. Tombouctou devient alors un important centre d'enseignement islamique, attirant des érudits et des étudiants de différentes parties du monde musulman. Mais cet empire ne survit pas longtemps, et une fois encore, les troubles arrivent du Sahara. Au XVIe siècle, une nouvelle dynastie prend le pouvoir au Maroc, les Saadiens. Or, à cette époque, on assiste à une espèce de course à l'Afrique occidentale. Les Portugais et les Néerlandais y font des comptoirs commerciaux et commencent à y jouer de leur influence, tandis que les Ottomans s'en rapprochent par le faisant. Les Marocains veulent de leur côté s'assurer d'une domination sur les routes commerciales du Sahara. Ils entreprennent alors des expéditions militaires en ce sens. En 1590, une armée saadienne composée principalement de mercenaires quitte Marrakech en direction de Tombouctou, où ils arrivent l'année suivante. Là, les quelques milliers de mercenaires et d'auxiliaires marocains sont mis en déroute par une grande armée songhai. Ils se retirent alors vers Gao. Une nouvelle bataille éclate ici, mais cette fois les Marocains s'imposent, profitant notamment de leur supériorité technologique, puisqu'ils peuvent compter sur l'utilisation d'armes à feu. Cette défaite entraîne de fait la chute de l'Empire Songhai. Les Askia mènent cependant une guérilla pendant quelques temps contre l'envahisseur, avant de finalement se retrancher sur un petit territoire et de se vassaliser aux Marocains. La province marocaine qui est établie, qu'on appelle un pachalik, s'étend sur Tombouctou, Djenné et Gao. Celle-ci est indépendante de facto, car trop éloignée du Maroc. Mais les pachas rendent toujours une allégeance symbolique au pouvoir de Marrakech, jusqu'à la chute du pachalik au XIXe siècle. La chute de l'Empire Songhai laisse l'Afrique de l'Ouest morcelée. Celle-ci ne sera plus jamais réunie sous la domination d'un grand empire jusqu'à l'arrivée des Européens. Le 10 janvier 1893, les troupes françaises du colonel Bonnier entrent sans combattre dans Tombouctou. La ville n'est plus aussi splendide qu'autrefois. Sa richesse est envolée après que les Marocains et les Touaregs s'en soient disputés la domination. Mais son prestige, lui, reste intact. Les hommes du colonel découvrent enfin cette cité légendaire qui en faisait rêver plus d'un en Europe. Ils peuvent enfin apercevoir la mosquée de Sankoré, magnifique vestige de l'empire du Mali et de l'empire Songhai. Mais cette conquête française est originale. Pour une fois, l'envahisseur vient du sud, pas du Sahara. Le désert a pendant toute l'histoire de ces trois grands empires été à la fois source de richesse, là d'où provenait le commerce, et la source de toutes les inquiétudes. Le Ghana a subi l'invasion des Almoravides, qui se sont emparés de sa capitale. Le Mali a subi l'invasion des Touaregs, qui ont pris Tombouctou, et les Songhai ont souffert d'une terrible invasion marocaine. À chaque fois, ce sont les armées venues du désert qui ont provoqué, ou au moins accéléré, la chute des empires. Mais d'un autre côté, sans le Sahara et son prolifique commerce, il est possible que jamais les dynasties locales n'aient eu les ressources pour fonder d'immenses empires. Et dès lors que ce commerce est affaibli, que de nouvelles routes ont été créées par l'arrivée des Européens, et que les Marocains se sont emparés des grandes cités qui faisaient le lien entre l'intérieur des terres et celui-ci, l'Afrique de l'Ouest s'est à nouveau divisée et n'a pu donner naissance à une puissance hégémonique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère avoir réussi à vous offrir une rapide vue d'ensemble de l'histoire de ces trois empires. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour m'aider à atteindre mon objectif des 100 000 abonnés. J'en profite également pour remercier de vive voix les membres qui soutiennent la chaîne pour quelques euros chaque mois, et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode d'histoire.